Salut, c'est le Docteur A, j'espère que vous allez tous très bien et aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, je vais vous parler de sang. Non, rien à voir avec les trucs macabres, je vais simplement vous parler de groupes sanguins, d'hérédité encore, et aussi vous donner des informations sur le don de sang, le don de plasma et le don de plaquettes. Alors le sang, qu'est-ce que c'est ? C'est un liquide qui circule à travers tout le corps par nos vaisseaux sanguins pour alimenter les organes en oxygène et en nutriments et récupérer les déchets pour les emmener vers les organes de traitement. Il transporte aussi les cellules de notre système immunitaire ainsi que les hormones. Si les veines apparaissent bleues, ce n'est pas du tout parce que le sang est bleu, c'est encore une fois, je le pense, à cause de l'effet Tyndall, et pour en savoir plus sur cet effet, allez voir ma vidéo sur la couleur des yeux. Chez l'humain, le sang est de couleur rouge, de rouge très clair lorsqu'il est très oxygéné, à rouge plus foncé lorsqu'il transporte les déchets. Chez les arthropodes, qui regroupent en gros les insectes, les arachnides, les mollusques et tout un tas de bestioles, le sang est de couleur bleue parce que l'oxygène est transporté par le cuivre, qui lorsqu'il est oxydé est de couleur bleu-vert. Alors que chez nous les humains, l'oxygène est transporté par le fer, qui lui, lorsqu'il est oxydé, est de couleur rouge. Avant de vous parler des différents dons que vous pouvez faire, il faut que je vous parle de la structure du sang. En effet, la composante liquide dans laquelle baigne le tout est appelée le plasma. Il transporte tout, aussi bien les globules rouges qui vont porter l'oxygène, que les blancs impliqués dans la réponse immunitaire, que les plaquettes impliquées dans la coagulation. Et la coagulation, c'est quoi ? C'est transformer le sang en une sorte de filet de pêche, de mailles de plus en plus serrées, pour arrêter la circulation du sang et permettre à une plaie de se refermer. On peut donc faire un don de sang, de plaquettes ou de plasma. Si vous avez entre 18 et 70 ans et que vous faites plus de 50 kg, vous pouvez faire un don de sang total, qui est le don de sang le plus répandu. Il servira à transfuser des malades ou des blessés et à leur sauver la vie. Il y a quand même quelques contre-indications, par exemple, il ne faut pas avoir changé de partenaire sexuel au cours des 4 derniers mois. Il ne faut pas que votre partenaire ait une MST, il ne faut pas avoir pris de drogue par intraveineuse. Globalement, prendre des drogues, c'est mal. Il ne faut pas non plus avoir subi d'opérations, de piercings ou de tatouages au cours des 4 derniers mois. Il ne faut pas avoir voyagé dans des pays où on pourrait contracter des maladies transmissibles par le sang et pas non plus avoir séjourné plus d'1 an dans les îles britanniques entre 1980 et 1996 à cause de la vache folle. Et enfin, il ne faut pas non plus être enceinte ou avoir accouché au cours des 6 derniers mois. Une dernière clause, et qui est heureusement en train de changer, c'est que jusqu'à aujourd'hui, les homosexuels sont complètement exclus du don de sang. Ça va changer à partir de printemps 2016, où ils pourront donner à la condition d'observer une période d'abstinence d'1 an. Oui, ça me paraît un peu fou aussi, mais il faut bien se dire que c'est un premier pas vers l'égalité, et que c'est pour protéger les receveurs de transfusion. Cette exclusion est bassement statistique, elle date de 1983 et repose sur le fait que le VIH était statistiquement plus présent chez les hommes homosexuels ou bisexuels que dans la population générale. Sachez enfin qu'un médecin s'entretiendra avec vous avant le don, qu'il sera le dernier décisionnaire de savoir si oui ou non vous pouvez, et qu'il pourra par exemple vous refuser l'accès si vous êtes fortement asthmatique. Le prélèvement de sang durera en moyenne entre 5 et 15 minutes en fonction de votre débit sanguin, donc après l'entretien avec le médecin, ça vous fait environ un don à 30 minutes. C'est vite fait, vous pouvez le faire entre midi et 2. On vous prendra en moyenne entre 450 et 480 ml en fonction de votre corpulence, ainsi que quelques tubes pour faire des contrôles. Enfin, une femme pourra donner 4 fois par an, un homme 6 fois, et il faudra observer une période entre 2 dons de 8 semaines. Sachez qu'après votre deuxième don, vous recevrez votre carte de donneur de sang qui, en plus de péter la classe dans votre portefeuille et de vous permettre de crâner en société parce que vous êtes quelqu'un de bien, permet que l'EFS, donc l'établissement français du sang, vous connaissent, vous envoient des demandes ou des rappels lorsqu'ils en ont besoin, et aussi qu'ils aient un dossier. Ce qui fait que si, par exemple, vous venez de vous faire tatouer ou que vous revenez de voyage, vous pouvez leur signaler et ne vous contacteront pas pendant la période de 4 mois qu'il faut observer. Le don de plasma et de plaquettes est un petit peu plus long et un petit peu plus compliqué. En effet, on vous prélève le sang, on le met dans une centrifugeuse pour séparer ce qui nous intéressait ou pas, et on vous remet le reste. Donc par exemple, pour le don de plasma, ça dure entre 35 minutes et 1 heure. On vous prélève environ 875 ml de plasma et on vous remet le reste. Vous pourrez redonner toutes les 2 semaines jusqu'à 24 fois par an et jusqu'à l'âge de 65 ans. Ce qu'il y a de bien avec le plasma, c'est que ça se conserve très bien congelé. En ce qui concerne le don de plaquettes, ça va prendre environ 90 minutes.
Encore une fois, on vous prélève le sang, on le met dans une centrifugeuse et ça permet de fournir environ 300 ml de plasma qui va être 6 à 12 fois plus concentré que le don de sang normal. En revanche, le problème avec ça, c'est que ça se conserve pas plus de 5 jours, donc n'hésitez pas à aller faire des dons régulièrement parce qu'on en a besoin. Vous pouvez le faire jusqu'à 12 fois par an avec au moins 4 semaines entre 2 dons. Après le don, vous recevrez une collation. Il ne faudra pas faire de sport dans la journée, vous êtes plus sujet au malaise vagal parce que vous avez une pression sanguine plus faible, et il ne faudra pas non plus fumer dans les 2 heures. Ouais, je sais, ça peut paraître incroyable pour certains, mais c'est pour sauver des vies, alors c'est bien. Voilà, ceci étant dit, on va pouvoir reprendre sur nos groupes sanguins. Je vais vous expliquer ce que sont les groupes sanguins érythrocytaires, plus connus sous le terme de ABO. Alors, dans notre corps, toutes les cellules ont à leur surface des messages. Pour nous défendre, on a dans notre sang des mécanismes de lecture de ces messages et de reconnaissance pour savoir si oui ou non ça appartient au corps ou si c'est un agent étranger. Si c'est un agent étranger, il est reconnu et éliminé. Ce sont donc les anticorps dans notre sang qui vont reconnaître ce qui n'a rien à faire là, se lier à lui, s'agglutiner pour attirer le reste des défenses immunitaires qui vont permettre de péter la gueule à l'envahisseur. Il ne faut donc pas donner un sang qui va être reconnu comme étranger à une personne parce que sinon il va faire un rejet et ça c'est pas bon. Sur nos globules rouges, on a 2 types de messages, le message A et le message B. Si vous êtes du groupe A et que vous avez donc le message A, sur vos globules rouges, vous rejetez les globules rouges de type B. L'inverse, si vous êtes de groupe B, vous avez des globules rouges de message B et vous rejetez les globules rouges A. Si vous êtes AB, alors là c'est parfait parce que vous avez aussi bien le A que le B dans vos messages et donc vous ne rejetez rien. Vous êtes donc receveur universel. En revanche, si vous êtes O, vous n'avez ni le message A ni le message B sur vos globules rouges, vous n'avez aucun message, ce qui fait que vous rejetez tous les autres types de sang. En revanche, vu que vous n'avez aucun message sur vos globules rouges, ils ne sont rejetés par aucune autre personne, ce qui fait de vous un donneur universel. Concernant le système de Rhesus, que vous connaissez comme le petit plus ou le petit moins accolé à votre groupe sanguin, c'est un autre type de message appelé D qui est présent à la surface de vos globules rouges. C'est un autre facteur d'incompatibilité, mais un petit peu plus sournois parce que le rejet se fera plus tardivement que dans le cas d'un rejet de type ABO. Ça ne posera de souci que si vous êtes receveur de Rhesus négatif. Contrairement à ce qu'on a vu dans ABO, on n'a pas de défense naturellement contre le Rhesus opposé. Ce qui fait que la première transfusion passera sans mal, même si vous êtes de Rhesus négatif. En revanche, après une première exposition, vous allez commencer à faire des défenses contre cet autre Rhesus, ce qui posera des problèmes à la deuxième transfusion. C'est aussi un problème pour une femme enceinte qui est de Rhesus négatif et qui accouche d'un bébé de Rhesus positif. En effet, à la naissance, un échange de sang a lieu et la mère va donc développer des défenses immunitaires contre le Rhesus positif. Si elle a un deuxième enfant de Rhesus positif, ça va poser des problèmes parce que ces défenses à elles vont passer la barrière placentaire et provoquer des problèmes chez le bébé. Donc quand on additionne le système ABO et le système Rhesus, on s'aperçoit que les vrais receveurs universels sont les AB+, et que les vrais donneurs universels sont les O-. Merci à eux. Pour ce qui est de la génétique et de l'hérédité de ABO, c'est un seul gène qui contrôle tout ça qui peut exister en 3 versions chez l'humain, A, B ou O, et qui est situé sur le chromosome 9. La O, en réalité, est une version mutée des 2 autres versions et qui ne porte pas d'informations. Comme on l'a vu dans les vidéos précédentes que je vous mets là, là et là, nos chromosomes sont en paire, ce qui fait que le chromosome 9, qui porte donc ce gène ABO, est donc 2 fois dans notre corps et peut porter 2 informations différentes. On peut aussi bien avoir sur l'un l'information A, sur l'autre l'information B, et dans ce cas-là, on sera de groupe AB. Si on a sur l'un l'information A et sur l'autre l'information O, on sera de groupe A. Et il faut avoir les 2 chromosomes portant l'information O pour être de groupe O. La transmission se fait encore plus simplement que ce qu'on a vu dans la vidéo sur les yeux, et je vais vous faire des petits tableaux de croisement pour bien comprendre. Si on a par exemple une maman qui est AA et le papa qui est BB, on aura des enfants à 100% qui seront AB. Si on a un papa qui est par exemple AO et une maman qui est BO, on aura des enfants qui pourront être A, B, AB et O. Concernant le Rhesus, c'est encore plus simple parce qu'il n'y a qu'un seul gène qui est situé sur le chromosome 1 qui contrôle tout ça. Encore une fois, on a 2 chromosomes, donc on peut avoir soit plus plus, et dans ce cas-là on est plus, soit plus moins, et dans ce cas-là on est plus, et soit moins moins, et dans ce cas-là on est moins. On peut encore une fois faire des tableaux de croisement. Si par exemple la maman donne plus plus et que le papa donne moins moins, on aura 100% d'enfants qui seront de Rhesus positifs.
Si la maman est plus-moins et que le papa est plus-moins aussi, on aura un quart d'enfants qui seront de résus négatifs et 3/4 qui seront de résus positifs. Voilà, j'espère avoir été assez clair tout au long de cette vidéo. J'espère que vous aussi vous vous amusez à faire des tableaux de croisement et qu'il n'y a pas que moi. J'espère aussi que vous faites des dons. Pensez-y, ça sauve des vies. Moi, je vais y retourner bientôt. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner sur ma chaîne et à partager sur les réseaux sociaux. Et à bientôt pour de nouvelles scientifiques.